Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Partie 1. Le pique-nique et le gant perdu. C'était une belle journée ensoleillée, parfaite pour un pique-nique. Les sœurs March, Meg, Joe, Beth et Amy étaient ravies de passer du temps ensemble en plein air. Elles avaient préparé un petit panier avec du pain, du fromage, des pommes et quelques friandises. Laurie, le garçon d'à côté, les accompagnait avec son propre panier. Les sœurs étalèrent une grande couverture usée sur l'herbe, sous un grand chêne. Meg disposa les aliments avec soin. Bess fredonnait doucement. Jo parlait d'une histoire qu'elle écrivait. Et Amy arrangeait des fleurs sauvages. « Ça fait tellement de bien d'être dehors », dit Meg en lissant sa robe. « Parfois, je me fatigue de rester toujours à l'intérieur. » Jo rit. « C'est parce que tu essaies toujours d'être parfaite. Profite juste de la journée, Meg. » Amy regarda Jo avec un léger froncement de sourcils. « Jo, nous voulons toutes être de vraies jeunes dames, n'est-ce pas ?» Jo secoua la tête, souriante. « Pas vraiment. Je veux écrire des livres, grimper aux arbres et être libre. Je me moque d'être comme il faut. » Les sœurs rirent, mais Laurie regarda Jo avec un sourire curieux. Il aimait son esprit aventureux. « Tu ferais une grande aventurière, Jo, dit-il. Tu pourrais parcourir le monde et en écrire des histoires. » Au fil de la journée, ils mangèrent la nourriture et prirent tour à tour pour raconter des histoires drôles. Meg partagea un souvenir d'une fête à laquelle ils avaient assisté, et tout le monde rit. Ils se sentaient heureux et détendus, mais lorsque le soleil commença à se coucher, ils savaient qu'il était temps de rentrer à la maison. Une fois de retour, Meg remarqua quelque chose. Elle poussa un cri et leva sa main. « Oh non! J'ai perdu mon gant. » Jo haussa les épaules. « Tu le retrouveras, Meg. Tu es toujours prudente. Il a peut-être glissé de ton sac. » Plus tard, Jo demanda à Laurie à propos du gant perdu. Le visage de Laurie devint rouge et il se mit à rire. « Je sais où il est, Jo, mais tu dois promettre de ne pas le dire à Meg. » Jo se pencha, les yeux pleins de curiosité. « Je promets. Alors, où est-il » Laurie chuchota. « Il est dans la poche de Monsieur Brooke. » Il l'a trouvé au pique-nique et le garde comme un cadeau spécial. La bouche de Jo s'ouvrit de surprise. Dans la poche de Monsieur Brooke, pourquoi voudrait-il le gant de Meg? Laurie rit. Parce que Jo, je pense qu'il aime Meg. Il regarde ce gant tous les jours, comme si c'était la chose la plus importante pour lui. Jo était choqué et contrarié. C'est affreux. Monsieur Brooke ne peut pas épouser Meg. Il l'emmènera loin de nous. Elle quittera la maison et tout sera différent. Jo croisa les bras, se sentant à la fois en colère et triste. Mais Laurie sourit doucement.
Peut-être que ce n'est pas si grave, Jo. Les gens tombent amoureux, ça arrive. Meg sera toujours ta sœur. Jo fronça les sourcils et dit « Je n'aime pas ça, Laurie. Je ne veux pas que les choses changent. » Laurie tapota l'épaule de Jo. « Ne t'inquiète pas, Jo. Meg est toujours là. Rien n'a encore changé. » Jo soupira. Elle savait que Laurie avait raison, mais elle se sentait toujours inquiète pour l'avenir. L'idée que sa famille change, que Meg s'en aille, la rendait triste. Partie 2. Un télégramme apporte de l'inquiétude. Après le joyeux pique-nique, les mois suivants passèrent rapidement. C'était maintenant novembre, et le temps était devenu froid et pluvieux. Les sœurs March passaient plus de temps à l'intérieur, se réchauffant près de la cheminée. Un après-midi morne, Meg, Jo, Beth et Amy étaient assises ensemble dans le salon. La pluie tambourinait contre la fenêtre et une brise froide s'infiltrait par les fissures des murs. Novembre est un mois si triste, soupira Meg en regardant par la fenêtre. Il fait froid, il est humide, et il n'arrive jamais rien d'excitant. Amy, assise près du feu, peignait un petit tableau. Un jour, je serai une artiste célèbre, déclara-t-elle avec confiance. Je voyagerai en Italie et je peindrai de belles choses. Je vendrai mes peintures et nous serons riches. Jo rit, levant les yeux de son carnet. Et moi, j'écrirai des livres célèbres. Alors, nous aurons tout l'argent dont nous avons besoin. Beth, assise tranquillement avec son tricot, sourit. Je suis heureuse comme les choses sont. Je veux rester à la maison avec mère et père. Soudain, Meg regarda par la fenêtre et vit une silhouette familière marchant sur le sentier. Regardez, c'est Laurie. Je me demande ce qui l'amène ici par un temps aussi affreux. Quelques instants plus tard, Laurie frappa à la porte et entra, secouant la pluie de son manteau. Il tenait une petite enveloppe et avait l'air très sérieux. « Laurie, est-ce qu'il se passe quelque chose ?» demanda Jo, remarquant son expression préoccupée. « Je le crains, » répondit Laurie, tendant l'enveloppe à Jo. « C'est un télégramme pour votre mère. Il vient juste de Washington. Je suis venue en courant. » À ce moment-là, Madame March entra dans la pièce. Elle prit le télégramme des mains de Jo, ses mains tremblant tandis qu'elle le déchirait pour l'ouvrir. Elle lut rapidement le message et son visage devint pâle. « Que se passe-t-il, mère ?» demanda anxieusement Meg. Madame March prit une profonde inspiration. « C'est de l'hôpital de Washington, » dit-elle doucement. « Votre père est très malade. Je dois partir immédiatement. » Jo ressentit une vague de peur. Leur père était parti depuis si longtemps, combattant dans la guerre. Elle ne l'avait pas vu depuis des mois. La pensée qu'il soit gravement malade la remplissait d'inquiétude. Madame March
Marsh regarda ses filles. Je dois préparer mes affaires ce soir et prendre le premier train demain matin. Jo court au bureau de poste et envoie un télégramme de réponse. Dis-leur que j'arrive tout de suite. Jo hocha la tête, attrapa son chapeau et se précipita dehors, malgré la pluie battante. Laurie partit pour rentrer chez lui, mais il promit de revenir le matin pour dire au revoir à Madame Marsh. Alors que Madame Marsh préparait son voyage, elle alla à son bureau pour compter son argent pour le billet de train. Elle fronça les sourcils en voyant le petit montant. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour la nourriture pendant mon absence ? Se demanda-t-elle tout bas. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Meg l'ouvrit et trouva le vieux Monsieur Laurence et Monsieur Brooke, le tuteur de Laurie, debout devant elle. « Laurie nous a parlé du télégramme, » dit Monsieur Laurence en entrant. « Nous sommes très désolés d'apprendre la maladie de votre mari. Allez-vous partir pour Washington ? » ?»« Oui, » répondit Madame March. « Je pars demain. » Monsieur Laurence secoua la tête. « Vous ne devriez pas voyager seule, Madame March. Quelqu'un doit vous accompagner. » Se tournant vers Monsieur Brooke, il dit « John, vous êtes jeune et capable. Voulez-vous escorter Madame March à Washington ?» Monsieur Brooke hocha la tête, le visage empli de bonté. « Ce sera un honneur de vous aider, Madame March. Je prendrai bien soin de vous. » Le visage de Madame March s'adoucit, soulagé. « Merci, Monsieur Brooke. Cela me rassure de savoir que je ne serai pas seule. » Le cœur de Meg se gonfla de gratitude. Elle regarda Monsieur Brooke et vit la gentillesse dans ses yeux, et elle murmura « Merci. » La soirée fut remplie de préparatifs et de bagages. Madame Marsh fit des listes pour les filles et leur donna des instructions pour gérer la maison en son absence. Mais elle ne pouvait cacher son inquiétude de les laisser seules. Les heures passèrent et Jo n'était toujours pas rentrée de la poste. Madame Marsh jeta un coup d'œil à l'horloge, le front plissé. « Où est Jo ? Il se fait tard. » Enfin, Jo rentra, trempée jusqu'aux os, mais avec une expression déterminée. Elle entra dans la cuisine, enleva son chapeau trempé et sortit de sa poche des billets froissés. « Tenez, maman, » dit Jo, en posant l'argent sur la table. « C'est pour votre voyage. » Madame March regarda l'argent avec surprise. 25 $? Jo, où as-tu trouvé cet argent ? Jo ne répondit pas tout de suite. Elle retira son manteau et soudain, tout le monde remarqua que ses cheveux étaient bien plus courts. « Jo, tes beaux cheveux !» s'exclama Meg en couvrant sa bouche. Les joues de Jo s'empourprèrent. « Je suis allée chez le coiffeur. Il m'a payé pour mes cheveux. Je voulais aider Père. Et toi ?» Les yeux de Madame March se remplirent de larmes en regardant Jo.
Oh, Jo, tu es si bonne et courageuse. Elle prit Jo dans ses bras. Merci, ma chère. Cette nuit-là, Meg et Jo restèrent éveillés, pensant aux jours à venir. Jo ne cessait de penser à ses cheveux courts et se demandait si elle s'y habituerait un jour. Mais elle savait qu'elle l'avait fait par amour pour sa famille. Meg, quant à elle, pensait à Monsieur Brooke, qui voyagerait avec leur mère, et son cœur se serrait d'émotions mêlées. Partie 3. Gérer seul. Avec Madame March et Monsieur Brooke partis pour Washington, les filles devaient désormais relever un nouveau défi. Gérer la maison seule. La maison semblait plus vide sans la présence apaisante de leur mère. Bien que les filles soient un peu nerveuses, chacune essayait d'être courageuse pour les autres. Jo prit les choses en main, déterminée à ce que tout fonctionne bien. Elle fit une liste de tâches pour tout le monde. Si on travaille ensemble, tout ira bien, déclara-t-elle. Meg, en tant qu'aînée, prit la responsabilité de veiller sur les plus jeunes, surtout Amy, qui était encore assez jeune. Beth, bien que timide et réservée, fit de son mieux pour aider, même si leur mère lui manquait beaucoup. Les premiers jours, tout se passa bien. Les filles faisaient attention à suivre les instructions de leur mère. Meg prit soin de leurs petites finances, tandis que Jo veillait à ce que tout le monde respecte les tâches. Le soir, les filles se réunissaient autour de la cheminée, chacune essayant de combler l'espace laissé par leur mère. Elles partageaient des histoires, parlaient de leurs espoirs et de leurs rêves, et essayaient de se réconforter mutuellement. Un soir, Laurie leur rendit visite, apportant du bois supplémentaire pour le feu et une boîte de friandises. « J'ai pensé que vous aimeriez un peu de compagnie, dit-il, avec un sourire chaleureux. Les visites de Laurie leur remontaient le moral, et sa présence ramenait des rires et de la gaieté dans la maison. Il offrit même d'aider avec certaines des tâches plus lourdes, disant « À quoi servent les amis ?» Partie 4. L'acte de bonté secret de Beth. Au fil des jours, Beth commença à remarquer quelque chose. La famille des Hummel, qui vivait au bout de la rue, semblait avoir encore plus de difficultés que d'habitude. Les Hummel étaient très pauvres, et leur mère devait s'occuper de plusieurs petits-enfants. Beth voyait souvent les enfants jouer dehors, même par temps froid, sans manteau ni chaussures adéquates. Le cœur de Beth se serrait pour eux, surtout en pensant aux difficultés de sa propre famille. Au moins, nous avons assez de nourriture et de chaleur, pensa-t-elle, mais eux, ils n'ont presque rien. Un après-midi, Beth prit sa décision. Elle remplit un petit panier avec du pain, quelques pommes de terre et quelques-uns de ses propres jouets, des choses qui pourraient plaire aux enfants Hummel. Discrètement, elle sortit de la maison et se rendit au petit cottage des Hummel.
Les visages des enfants Hummel s'illuminèrent en voyant Beth avec son panier. « Merci, mademoiselle Beth », s'écrièrent-ils en courant vers elle. Leur mère, madame Hummel, était infiniment reconnaissante. « Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que cela aidera », dit doucement Beth. Elle ne voulait pas faire de chichi. Elle voulait simplement aider à sa manière. Dès lors, Beth rendit régulièrement visite aux Hummel, leur apportant tout ce qu'elle pouvait épargner. Elle ressentait une douce joie, sachant qu'elle pouvait faire une différence, même petite. Partie 5. Les ennuis d'Amy à l'école. Alors que Joe, Meg et Beth étaient occupés avec leurs responsabilités, Amy affrontait son propre défi. À l'école, Amy s'entraînait à améliorer son écriture, dont elle était très fière. Elle avait une précieuse bouteille d'encre bleue qu'elle utilisait pour écrire et faire de petits croquis dans les marges de essais cahiers. Un jour, la classe d'Amy reçut pour devoir d'écrire une rédaction. Déterminée à rendre la sienne parfaite, Amy utilisa son encre bleue spéciale. Elle écrivit soigneusement chaque mot, veillant à ce que son écriture soit soignée et élégante. Elle ajouta même un petit croquis de fleurs dans le coin, espérant que son professeur apprécierait son effort. Mais, à son grand désarroi, son professeur remarqua l'encre bleue et le petit croquis. « Ce n'est pas autorisé, Amy, » dit-il sévèrement, en tenant son cahier devant toute la classe. « Nous utilisons seulement de l'encre noire dans cette classe et nous n'autorisons pas les dessins. » Les joues d'Amy rougirent de honte alors que les autres enfants la regardaient. Son professeur fit alors quelque chose de pire encore. Il fit se tenir Amy devant la classe et lui demanda de tendre les mains avant de les frapper légèrement avec une règle. Quand Amy rentra chez elle cet après-midi-là, elle était toujours bouleversée. Joe remarqua ses yeux rougis et demanda « Que s'est-il passé, Amy ?» Amy éclata en sanglots et raconta tout à ses sœurs. Elle se sentait humiliée et en colère. « Ce n'est pas juste. Je voulais juste rendre ma rédaction jolie. » Joe et Meg échangèrent un regard, toutes deux ressentant de la peine pour leur petite sœur. La nature protectrice de Joe s'enflamma et elle dit « Si jamais je croise ce professeur, il aura affaire à moi. » Beth prit la main d'Amy. « Nous sommes fiers de toi, Amy. Tu as un bon cœur et tu seras toujours spéciale pour nous. » Amy se sentit un peu mieux, réconfortée par le soutien de ses sœurs. Et bien qu'elle soit encore blessée par l'incident, elle décida d'être plus prudente à l'école dorénavant. Partie 6. Le rêve de Joe et le prix de l'ambition. Les journées de Joe étaient bien remplies avec les tâches ménagères et la gestion de la maison, mais son esprit vagabondait souvent vers ses rêves de devenir écrivaine. Chaque nuit, après que tout le monde soit couché, Joe s'asseyait à la lueur d'une bougie pour écrire des histoires dans son carnet.
tout son cœur dans ses récits, imaginant de grandes aventures et des héros courageux. Un jour, Jo entendit parler d'un concours de nouvelles dans le journal local. Le gagnant recevrait une petite récompense, suffisante pour aider sa famille. Le cœur de Jo s'emballa. C'était sa chance de réaliser son rêve et d'apporter un soutien financier à sa famille. Pendant les jours qui suivirent, Jo se consacra entièrement à l'écriture. Elle mit ses meilleures idées sur papier, révisant chaque phrase jusqu'à ce qu'elle semble parfaite. 6 sœurs remarquèrent son dévouement et tentèrent de la soutenir. Meg proposa même de faire des tâches supplémentaires pour que Jo ait plus de temps pour écrire. Enfin, Jo termina son histoire. Elle la mit soigneusement dans une enveloppe et la porta au bureau du journal. Les jours qui suivirent lui semblèrent une éternité. Jo avait du mal à se concentrer sur ses tâches, son esprit rempli d'espoir et d'anxiété. Lorsque les résultats furent enfin annoncés, Jo ressentit un mélange d'excitation et de nervosité en dépliant le journal. Mais son cœur se serra. Son histoire n'avait pas gagné. Elle fit bonne figure devant ses sœurs, mais au fond d'elle, elle se sentait dévastée. Meg, sentant sa déception, passa un bras réconfortant autour de Jo. « Ton heure viendra, Jo, » dit-elle doucement. « Tu es une merveilleuse écrivaine, et je sais que tu réussiras un jour. » Jo sourit avec gratitude, bien que la perte lui fasse encore mal. Elle se promit de continuer à écrire, peu importe combien de fois elle serait rejetée. Son rêve en valait la peine. Partie 7. La tentation de Meg. À l'approche de Noël, Meg fut invitée à une soirée chic par l'une de ses amies plus fortunées. Cette invitation l'enthousiasma, car elle avait rarement l'occasion de profiter des luxes que les autres semblaient considérer comme allant de soi. Mais il y avait un problème. Elle n'avait pas de robe convenable pour un tel événement. Son amie lui proposa de lui prêter une robe. Et pendant un instant, Meg s'imagina dans une magnifique tenue, ressemblant à une dame d'une noble famille. Elle essaya la robe, coiffa ses cheveux et se regarda dans le miroir. Elle se reconnut à peine. À la soirée, Meg se sentait à la fois excitée et mal à l'aise. Les invités autour d'elle étaient habitués aux objets de luxe et au style de vie fastueux. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu à l'écart. Un jeune homme, remarquant son inconfort, engagea la conversation. « Vous n'êtes pas comme les autres », remarqua-t-il. Gênée, Meg comprit rapidement qu'elle n'appartenait pas à ce monde de richesse et de robes élégantes. Bien qu'elle ait apprécié l'attention et l'occasion de se sentir glamour, sa vie simple et modeste avec sa famille lui manquait. De retour chez elle, elle confessa à ses sœurs combien elle se sentait insensée. «
Je n'ai pas besoin de vêtements de luxe pour être heureuse, dit-elle avec un soupir. Ses sœurs la rassurèrent, lui rappelant la joie qu'elle partageait sans richesse ni luxe. Meg sut alors que l'amour de sa famille valait plus que n'importe quelle belle robe. Partie 8. La maladie de Beth. La nature calme et douce de Beth avait toujours apporté un sentiment de sérénité à la famille. Mais un jour, elle commença à se sentir inhabituellement fatiguée et faible. Au début, elle pensait que ce n'était qu'un simple rhume, mais ses symptômes s'aggravèrent. Elle devint pâle et ses forces semblaient diminuer de jour en jour. La famille s'inquiéta, surtout lorsque Beth ne put plus rendre visite aux Hummel, qui étaient récemment tombés malades de la scarlatine. Le médecin confirma leurs craintes. Beth avait attrapé la fièvre, probablement à cause de ses visites pour aider les Hummel. La nouvelle fut un choc pour tout le monde. Madame Marsh, qui était encore absente, écrivit pour encourager ses filles à être courageuses, mais Jo était dévastée. Elle se reprochait de ne pas avoir protégé Beth suffisamment. Meg tenta de la réconforter, mais la peur de perdre Beth pesait lourdement sur toute la famille. Jo restait au chevet de Beth jour et nuit, lui lisant des histoires, lui tenant la main et espérant un miracle. L'amour de la famille entourait Beth, et chaque sœur faisait de son mieux pour soulager sa douleur. Après des jours d'incertitude, les forces de Beth commencèrent à revenir. Sa fièvre baissa, et elle commença lentement à se rétablir. La famille ressentit un profond soulagement, reconnaissante d'avoir retrouvé leur sœur bien-aimée. La maladie de Beth leur rappela combien la vie pouvait être fragile. Elles promirent de chérir chaque jour passé ensemble et de ne jamais se considérer pour acquises. Partie 9. Réunion de famille. À l'approche de Noël, Madame Marsh rentra chez elle et la famille fut enfin de nouveau au complet. Sa présence apporta chaleur et joie à la maison, et les filles étaient impatientes de partager tout ce qu'elles avaient vécu en son absence. Elles décorèrent la maison avec des ornements faits maison, préparèrent des friandises simples et chantèrent des chants de Noël ensemble. Laurie se joignit à elles, ajoutant à l'esprit festif avec son rire et son charme. Les filles se sentaient reconnaissantes les unes pour les autres, pour l'amitié de Laurie et pour les petites joies qui remplissaient leur vie. Le matin de Noël, elles se réunirent autour du modeste sapin, échangeant de petits cadeaux et des mots sincères. Chaque sœur avait gagné un peu de sagesse et était plus reconnaissante pour l'amour qui les unissait. Leur lien familial s'était renforcé à travers toutes les épreuves qu'elles avaient traversées. Elles savaient que, peu importe les défis à venir, elles seraient toujours là les unes pour les autres. Partie 10. Le voyage littéraire de Jo. La passion de Jo pour l'écriture ne faisait que grandir
après son premier rejet. Déterminée à s'améliorer, elle passa des heures à lire des livres et à étudier l'art de raconter des histoires. Elle continua d'écrire chaque nuit, créant des histoires qui lui permettaient de s'évader dans des mondes issus de son imagination. Un soir, elle rassembla le courage de montrer l'une de ses histoires à sa famille. Alors qu'elle s'écoutait, les yeux de ses sœurs brillaient de fierté et Marmee hocha la tête d'approbation. « Jo, tu as un don, dit-elle chaleureusement. Continue d'écrire et un jour, le monde connaîtra tes histoires. » Encouragée par leur soutien, Jo envoya une autre histoire à un autre magazine. Cette fois, elle ne s'attendait pas à grand-chose, ayant déjà été déçue auparavant. Mais quelques semaines plus tard, une lettre arriva, l'informant que son histoire avait été acceptée. Jo était folle de joie. C'était un petit succès, mais cela ressemblait au début de quelque chose de beaucoup plus grand. 16 sœurs applaudirent, fières de la réussite de Jo. « Ce n'est que le début, » dit Meg avec un sourire. Jo rougit, mais au fond d'elle, elle ressentit une étincelle de confiance qui la porterait plus loin. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais elle était prête à le relever. Partie 11. L'art et les ambitions d'Amy. Alors que Jo poursuivait l'écriture, la passion d'Amy pour l'art grandissait. Elle passait des heures à dessiner et à peindre, rêvant de devenir artiste. Inspirée par de beaux paysages et portraits, elle s'exerçait avec diligence, dessinant dès qu'elle avait un moment libre. Un jour, son professeur d'art annonça une opportunité de bourse dans une école d'art locale. La compétition était féroce, mais Amy décida de postuler, espérant prouver son talent. Elle travailla sans relâche sur son portfolio, mettant tout son cœur dans chaque pièce. Lorsque les résultats furent annoncés, Amy fut déçue d'apprendre qu'elle n'avait pas remporté la bourse. Son moral en prit un coup, mais sa famille l'encouragea à persévérer. Marmee lui rappela: « Les vrais artistes n'abandonnent jamais. Continue d'apprendre, et un jour, tu atteindras ton rêve. » Amy prit ces mots à cœur. Décidant qu'un échec ne l'arrêterait pas, elle continua de s'exercer, inspirée par la foi de sa famille en elle. Bien que son voyage ne faisait que commencer, Amy était déterminée à laisser sa marque dans le monde de l'art. Partie 12. La lutte de Laurie avec les attentes. La vie de Laurie était pleine de privilèges, mais il ressentait souvent la pression de devoir être à la hauteur des attentes de sa famille. Son grand-père, Monsieur Laurence, espérait que Laurie suivrait ses traces et embrasserait une carrière dans les affaires. Laurie, cependant, avait d'autres rêves. Il voulait devenir musicien. Déchirée, Laurie se confia à Jo sur ses difficultés. Elle écouta patiemment, l'encourageant à suivre son cœur. « Tu dois vivre pour toi-même, Laurie, lui conseilla-t-elle.
Ne laisse personne d'autre décider de ton chemin. Laurie apprécia les conseils de Joe, mais il n'était pas certain d'avoir le courage de tenir tête à son grand-père. Il savait que la décision ne serait pas facile, mais il se sentait un peu plus fort en sachant que Joe le comprenait. Au fil du temps, Laurie trouva des moyens discrets de nourrir son amour pour la musique, pratiquant le piano en secret. Bien qu'il ne sache pas où son chemin le mènerait, il se sentait reconnaissant pour l'amitié et l'encouragement de Joe. Partie 13. Une leçon de pardon. Un jour, Joe et Amy eurent une sérieuse dispute. Joe avait passé des heures à travailler sur une histoire, et dans un accès de colère, Amy détruisit le manuscrit de Joe. Joe en fut dévastée et furieuse, refusant de pardonner à Amy. Amy regretta immédiatement son geste, mais la colère de Joe était intense. Leur relation devint tendue, et le reste de la famille ressentit la pression de leur silence. Marmee, percevant la douleur des deux côtés, parla à Joe du pardon. « La colère ne fait qu'approfondir les blessures, Joe, dit-elle doucement. Le pardon guérit, non seulement pour Amy, mais aussi pour toi. » Joe prit les mots de sa mère à cœur. Plus tard, lorsque Amy tenta de s'excuser, Joe finit par embrasser sa sœur, réalisant que garder sa colère ne faisait que les blesser toutes les deux. Amy promit d'être plus attentive au travail de Joe, et Joe, de son côté, promit d'être plus patiente avec sa sœur. Elles devinrent plus proches dès ce jour, leur lien plus fort que jamais. Partie 14. La force et le sacrifice de Beth. Alors que la santé de Beth continuait de s'améliorer, elle s'investit davantage pour aider les autres. Sa force tranquille inspirait ses sœurs, qui voyaient en sa gentillesse un rappel de ceux, eux, qui importaient vraiment. Un jour, Beth rendit visite aux Hummel, qui continuaient de lutter pour s'en sortir. Elle remarqua que les enfants avaient faim et que leur mère semblait épuisée. Sans hésiter, Beth leur donna son déjeuner, se laissant elle-même sans rien. Quand Joe lui demanda pourquoi, Beth répondit simplement « Ils en avaient plus besoin que moi ». L'altruisme de Beth toucha profondément sa famille. Bien qu'elle fût souvent la plus silencieuse d'entre eux, ses actions parlaient d'elle-même. Ses sœurs furent rappelées à l'importance de la compassion, et elles firent le vœu de suivre l'exemple de Beth. Partie 15. Le choix et le mariage de Meg. Au fil des années, Meg reçut une demande en mariage de M. John Brooke, le précepteur de Laurie. Elle admirait l'honnêteté, la gentillesse et l'ambition de John. Et malgré leurs moyens limités, elle sentait qu'ils pourraient être heureux ensemble. Cependant, Meg subit des pressions de la part de certaines personnes, notamment Tante March, qui insistait sur le fait qu'elle devait épouser quelqu'un de riche. Tante March lui rappelait qu'épouser un homme pauvre mènerait à une vie de difficulté, mais le cœur de Meg était décidé. Après mûre réflexion,
Meg suivit son cœur, choisissant l'amour plutôt que la richesse. Elle et John se marièrent lors d'une cérémonie simple, entourés de leur famille et de leurs amis. 6 sœurs, bien qu'attristées de la voir quitter le foyer familial, étaient heureuses pour elle. Meg avait choisi une vie remplie d'amour et elle était comblée. Partie 16. La nouvelle opportunité de Jo. Jo continua de travailler dur, écrivant des histoires et économisant le peu d'argent qu'elle gagnait. Un jour, elle entendit parler d'une opportunité de publication à New York. C'était une chance de présenter ses histoires à un public plus large. Mais cela signifierait quitter la maison pour un certain temps. Après une discussion sincère avec sa famille, Jo décida de tenter le coup. Bien qu'elle sache que sa famille lui manquerait terriblement, elle comprenait que c'était une occasion rare de poursuivre son rêve. Avec les bénédictions de sa famille, Jo fit ses bagages et partit pour New York, déterminée à faire ses preuves. Dans cette ville animée, Jo fit face à de nouveaux défis, mais apprit des leçons précieuses. Elle rencontra d'autres écrivains, se fit de nouveaux amis et affina son art. 6 efforts furent récompensés et elle connut un petit succès dans le monde littéraire. Mais peu importe la distance, Jo gardait toujours sa famille dans son cœur. Partie 17. Retour à la maison. Après plusieurs mois à New York, Jo rentra chez elle, impatiente de partager ses histoires et ses expériences. Elle fut accueillie à bras ouverts et sa famille fut émerveillée de voir combien elle avait grandi. Jo réalisa que, peu importe où la mènerait son parcours, sa maison resterait toujours auprès de ses sœurs et de sa chère Marmee. Son temps loin de chez elle lui avait appris que le succès n'avait de sens que lorsqu'il était partagé avec ceux qui l'aimaient. Jo était plus déterminée que jamais à rendre sa famille fière, non seulement en atteignant la célébrité, mais aussi en restant fidèle à elle-même et aux valeurs que sa famille lui avait inculquées. Partie 18. Un lien qui perdure. Les sœurs March continuèrent de grandir, affrontant de nouveaux défis et des moments de bonheur. Meg embrassa la maternité, trouvant le bonheur dans sa maison modeste, mais pleine d'amour. Jo investit son âme dans l'écriture, équilibrant ses ambitions avec son amour pour sa famille. Amy poursuivit l'art avec une détermination renouvelée. Et Beth resta leur cœur, leur rappelant toujours d'être gentille. Leur vie n'était pas sans difficulté, mais le lien entre elles se renforçait avec chaque année qui passait. À travers les rires et les larmes, elles se soutenaient, sachant que la famille était le plus grand trésor qu'elles pourraient jamais posséder. Ainsi, l'histoire des sœurs March devint une histoire d'amour, de résilience et de la force qui vient d'une famille qui ne renonce jamais l'une à l'autre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire, merci de liker, partager et de vous abonner pour plus de contenu. N'oubliez pas de jeter un œil à ces vidéos passionnantes.
Robinson Crusoe. L'évasion vers la liberté. Rejoignez le périple de survie sur une île déserte. Le pari d'1 million de dollars. Une histoire palpitante où chaque décision peut changer le cours de la fortune. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.